Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce 5e club international dédié aux États-Unis. Je suis Bérangère Moindreau, responsable de développement international à Vitagora. Les États-Unis, c'est le premier marché mondial. Il est à l'échelle d'un continent et il s'agit d'un marché très complexe par sa diversité, mais aussi par sa culture d'affaires et l'organisation de ses réseaux commerciaux. Et pour le décrypter, aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Maximilien Kernbaum, spécialiste du développement aux États-Unis pour les entreprises agroalimentaires, qui, fort d'une expérience de 30 ans d'accompagnement sur la zone, de 2 bureaux, un à New York et l'autre à Chicago, pourra nous apporter les clés pour amorcer ou accélérer votre développement commercial sur ce marché. Avant de lui passer la parole, je vous rappelle quelques modalités concernant ce webinaire. Tout d'abord, vos micros et vos caméras sont coupés. Bien sûr, si vous souhaitez poser des questions, il est tout à fait possible de les poser dans le chat. La session est également enregistrée et le replay sera disponible avec la présentation dans quelques semaines sur demande et aussi avec plaisir, nous vous les enverrons. À la fin, je souhaite aussi vous signaler que Monsieur Kernbaum est ouvert aux échanges. Par contre, la formule ne nous permet pas d'ouvrir le micro de tous. Donc, les micros seront ouverts pour chaque personne à la demande. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas également pour favoriser l'interaction à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation et je me permettrai d'interrompre avec l'accord de Monsieur Kernbaum la présentation pour lui poser les questions. Voilà, je suis accompagnée aujourd'hui aussi de Kevin André qui est ici pour les aspects techniques et qui pourra également intervenir si besoin. Je vous souhaite une bonne présentation et je vous laisse la parole, Maximilien. Eh bien, merci beaucoup Bérangère. Bonjour à tous, bienvenue, welcome à cette présentation. Je vais me présenter, enfin j'ai déjà été présenté, mais voilà, moi j'ai uniquement travaillé dans l'agroalimentaire 30 ans entre la France et les États-Unis, dans des fonctions de développement des affaires, donc vraiment sur l'arrivée sur le marché, le business development, comment on grandit et le plus vite possible sur ce marché à partir de la France. Voilà. Donc, ce que j'aurais voulu, si c'était possible au début, pour au fur et à mesure répondre à vos attentes, c'est éventuellement dans le chat, si vous pouvez donner une attente principale sur ce webinaire que vous auriez dans le chat, et on peut prendre 30 secondes pour que vous y réfléchissiez. L'idée, c'est d'avoir un petit peu d'interaction ensemble et de voir que je réponde, si c'est possible, à cette attente principale, en tout cas. Voilà. Donc, je vous laisse répondre sur le chat et puis je vais lancer le démarrage. Donc, quelle est votre attente sur ce webinaire principal? Merci. Alors, pourquoi les USA? On se dit, bah oui, mais ok, c'est un marché, mais pourquoi finalement, quand on veut regarder un peu plus près, qu'est-ce qui est intéressant dans ce marché? Bon, déjà pour le comprendre, il est assez complexe, effectivement, comme l'a expliqué Bérangère. D'abord, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un pays-continent. Ce n'est pas un marché, mais c'est plusieurs marchés, avec un objectif un jour de passer au national. Alors, c'est un marché qui peut être assez, je vais dire, séparé en 5 à 10 zones, on va dire, 10 grandes zones, 5 à 10 grandes zones. C'est un marché de 330 millions d'habitants, donc c'est quand même un gros marché. Les images sont plus fortes que les mots, donc quand on regarde, d'un côté, vous avez la densité de population qui est présentée sur la partie gauche, et sur la partie droite, les revenus moyens aux États-Unis. On voit une corrélation, en fait, population et revenus moyens, qui permet quand même d'identifier des zones. C'est un bon moyen visuel de se dire, bah voilà, les grandes zones de travail aux États-Unis, c'est celle où c'est le plus foncé, là où il y a le plus de revenus et où il y a le plus de densité de population. Ensuite, ce qu'il faut voir aussi, c'est que vous avez la moitié de la population qui est salariée, donc ça fait 150 millions quand même de salariés. En termes de PIB, c'est le plus gros PIB mondial, c'est le premier pays en termes de production intérieure brute, de produit intérieur brut, avec 21% de la richesse mondiale. Donc, quand vous vous adressez à ce pays-là, vous êtes déjà presque au quart de ce que le monde peut produire aujourd'hui. Je vous ai mis en plus donc la France en référent pour vous donner un petit peu une idée. Donc, on est en train de parler d'un PIB qui est 8 fois celui de la France sur une zone de 330 millions d'habitants. Donc, c'est vraiment un pays-continent. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en termes de classement de compétitivité, c'est toujours un pays qui est à la pointe. Alors, en fonction des années, ça va être entre l'Asie, l'Europe et la France, et les États-Unis. Mais on va dire que c'est quand même une zone qui est toujours aussi dynamique. On le voit bien dans la sortie de Covid en ce moment.
Alors, en termes de zones métropolitaines, donc les principales avec les CSP++ qui nous intéressent, parce qu'on va être en produit malgré tout importé en ce qui nous concerne, au démarrage en tout cas. Donc, on va avoir des zones comme New York, Los Angeles, Chicago, Dallas, Houston, Philadelphie, qui sont les principales zones. Et puis après, vous en avez d'autres qui se mettent en place. C'est évident qu'il y a un discours quand même assez uniforme en termes de produits et de présentation. Par contre, les besoins ne sont pas forcément vus de la même façon. Voilà, on en reparlera plus tard. Mais on peut dire que globalement, on a affaire sur la côte Est à un discours qui va être plus, j'allais dire, business oriented et plus, on est là pour présenter les produits et quels sont les bénéfices, mais on va en parler après. Alors que sur la côte Ouest, on va être plutôt sur le côté santé, la mise en avant du sans quelque chose ou des produits allégés, des choses comme ça. Voilà. Alors, les importations françaises aux États-Unis, c'est dans les produits agroalimentaires, c'est 6,5 milliards. Donc, c'est essentiellement et beaucoup de spiritueux, de vin et de bière, mais il y a quand même les préparations alimentaires, il y a les produits forestiers, les huiles essentielles, il se passe plein de choses. Donc, il y a quand même on va dire, un bon tiers de ce 6 milliards et demi qui est destiné à autre chose que des boissons. Quand on regarde les disposable income, c'est-à-dire en fait les revenus disponibles aux États-Unis, comme ils ont un système où ils n'ont pas de sécurité sociale, de choses comme ça à prendre, où ils ont à prendre ça en charge, les entreprises en fait leur donnent des salaires beaucoup plus élevés, notamment, c'est une des raisons. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont tout d'un coup plus d'argent à dépenser, notamment pour la nourriture. Donc c'est aussi des gens qui vont dépenser plus, potentiellement en tout cas, pour se faire plaisir. En termes de taux de chômage, on était à 6,4 en fin 2020, on est passé à 5,2 8 mois plus tard. C'est pour vous dire la réactivité de ce pays, qui est un pays qui est vraiment capable de réagir très fort dans un sens ou dans l'autre. Alors quand il tombe vite. Quand il rebondissent vite. Quand la France reste un petit peu beaucoup plus lente, on le sait, hein, les modes de fonctionnement français font qu'on est sur un taux de chômage qui reste à 8%, qui était déjà à 8% en fin 2020 et qui évolue plus lentement, on va dire. Les dépenses alimentaires, hein, c'est quand même des dépenses qui sont de 1 280 milliards d'euros, d'euros, pardon, j'ai fait en euros, et la France est à 205 milliards. Donc ça vous donne un peu un ratio d'argent disponible pour acheter de l'alimentation. Alors je vais regarder le chat. Est-ce qu'il y avait des commentaires dans le chat sur les attentes? Oui, Maximilien, il y avait une attente sur les spécificités à connaître liées au marché américain. D'accord. Ok. Ah bon, on va y aller alors. C'est parti. Merci pour cette précision d'attente. Ok. Alors, voilà les grandes raisons justement sur ce marché. Alors, d'abord, c'est un marché, si on résume, c'est un marché qui est 5 à 6 fois plus grand que la France, avec une langue uniforme. Donc, ça veut dire quand même qu'on peut avoir des discours assez uniformisés. Hein. Après, il y aura des différences, mais on va dire que quand même, on peut avoir une approche nationale. C'est un marché qui va être de vente additionnelle pour vous. Hein. Ça va participer à votre croissance et puis à diversifier les sources de revenus de l'organisation. C'est un marché de droit qui est sécurisé. On n'est pas en train de se dire, est-ce que devant les tribunaux, s'il y a un problème, on ne va pas s'en sortir, etc. C'est pas un marché de droit avec des règles qui fonctionnent. Hein. La France est, je crois, en Europe, un des plus gros en produits alimentaires, le premier exportateur là-bas, où avec l'Italie se battent, mais on se bat avec l'Italie, mais en gros, voilà, ça veut dire que ça fonctionne pour les autres entreprises françaises et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour la vôtre. Après, il y a une souplesse et une mobilité de la main-d'œuvre, c'est-à-dire que quand vous êtes prêt pour l'implantation locale, avec un bureau sur place, un bureau commercial au minimum, vous allez trouver du monde. Soit vous allez trouver des aides en France et vous trouverez un VIE qui vous aidera là-dessus, et ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, le jour où vous allez commencer à grossir sur place, vous trouverez des gens qui sont disponibles. Il y a de la main-d'œuvre. Hein. En tout cas, elle est mobile. Après, il faudra effectivement se rendre intéressant par rapport à cette main-d'œuvre. Ensuite, c'est offrir une place à construire pour votre organisation. C'est vrai que les États-Unis, si on n'y est pas, il manque quelque chose dans l'arsenal, j'allais dire, export et dans l'assise de l'organisation pour laquelle vous travaillez. Être aux États-Unis, c'est quand même une référence. Et notamment, ça permet aussi d'être une offre possible et intéressante, notamment dans les entreprises familiales, pour que la relève se fasse les dents aux États-Unis, par exemple. C'est assez courant. Hein. Ou bien pour que vos hauts potentiels restent chez vous parce que vous leur confiez cette mission-là. Voilà. Ça peut être, si vous ne faites pas encore d'export, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a les États-Unis, mais vous avez à côté le Canada, hein, 38 millions d'habitants, et le Mexique au sud, 128 millions. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes discours, évidemment, pas forcément les mêmes langues au Mexique. Enfin, en tout cas,
on va dire, vous accédez à une zone quand même qui commence à faire un demi-milliard d'habitants, hein, proche du demi-milliard. Alors, l'opportunité d'ouvrir un chapitre fort, oui, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas encore, ce que je disais, ce qui reprend ce que je disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas encore présent aux États-Unis, c'est qu'il y a un peu quand même un trou dans la raquette dans votre présence internationale, et donc c'est aussi le moment d'ouvrir, bah voilà, on y est, quoi. Et ça compte. Voilà, c'est un moment important dans la vie d'une entreprise. Et puis ça reste toujours et encore le premier marché mondial, on peut dire ce qu'on veut. C'est sûr que l'Asie, et c'est bien, c'est un marché en pleine croissance, l'Asie, mais l'air de rien, les États-Unis restent encore un marché qui est assez stable, qui est capable de grandir et qui amène quand même de la croissance pour ceux qui arrivent à faire leur place là-bas, hein. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que tout ça, c'est de la généralité. C'est évident qu'il va falloir étudier l'accessibilité du marché par rapport à votre famille produit, hein, et votre technologie de conservation. C'est vrai qu'en ambiant, en frais ou en surgelé, on va avoir des modes d'approche du pays un petit peu différents au niveau logistique, évidemment. Il va falloir valider le potentiel marché. On ne vous dit pas d'y aller, je vous dis pas d'y aller en aveugle, hein. Il faut quand même aussi se dire, OK, est-ce que le marché est prêt à m'accueillir et comment, hein. Ce qu'il faut aussi garder par rapport aux États-Unis en mémoire, c'est qu'on a en France, on a souvent une croyance de la simplicité des affaires aux États-Unis. Mais c'est une fausse simplicité, c'est ça qu'il faut se dire, hein. Il y a des fonctionnements, une culture différente dans les affaires. Il y a une intensité concurrentielle qui peut être très élevée ou pas, en fonction des offres, hein. Vous pouvez arriver sur un secteur qui est en pleine mutation, il se passe des choses, notamment en ce moment sur le vegan, il se passe plein de choses donc, dans les différents segments. Donc voilà, avant d'aller sur le marché, il va falloir quand même regarder. Voilà. C'est le message que je vais vous faire passer aujourd'hui. Alors, je vais dire pas de questions, mais je passe parce que les questions sont en ligne. Alors, rentrons dans les différences culturelles. Comme je vous l'ai expliqué, c'est quand même un marché. OK, on a l'impression que faire des affaires aux États-Unis, bah oui, on pourrait avoir cette impression. C'est que finalement, c'est un marché tellement de business is business qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Bon. Il y a quand même des grosses différences, il faut quand même en avoir conscience. Alors, je reprends l'analogie de la métaphore fruitière de l'INSEAD, hein, d'Erin Meyer, qui est une chercheuse à l'INSEAD, une professeure émérite. Et elle avait identifié que finalement, on pouvait expliquer les différences culturelles avec une image. L'image, c'est de dire, eh ben, finalement, en France, la façon dont on va créer des relations avec les gens, on va être une noix de coco. Et puis aux États-Unis, on va être plutôt une pêche ou un abricot, ça dépend de la façon dont j'ai retenu la pêche. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en France, la prise de contact est plus difficile au démarrage. Nous avons une communication assez nuancée en France. On se met d'abord d'accord à l'oral, hein. C'est pas grave s'il y a beaucoup de questions, on verra après, d'accord? Aux USA, le contexte va être plus superficiel, hein. Donc, vous imaginez un coco en France, on va résister un peu au côté social du contact. Et puis après, une fois que le côté social a été mis en place et que la relation devient bonne, hop, à ce moment-là, on s'ouvre et on discute et on est parti. Aux États-Unis, donc là, le contact superficiel, il va être super rapide, finalement. Il va y avoir une attente de communication qui va être assez rapide et proche vite au niveau social aux États-Unis. Et puis après, on va toucher le noyau dur de la pêche et de l'abricot. Voilà. Donc c'est ça un peu l'image. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un grand sourire et une familiarité aux États-Unis, c'est pas qu'ils sont intéressés par votre offre, c'est qu'ils sont l'abricot ou la pêche qui s'ouvre. Vous rentrez dedans tout de suite. Là, vous allez pouvoir, en fait, vous êtes dans un mode, bon, bah, OK, ils ne sont pas forcément intéressés par votre offre, c'est pas ça, c'est qu'ils sont intéressés par déjà savoir ce que vous avez à leur proposer. C'est ça qui les intéresse. L'autre différence culturelle, c'est que mais ça devient de plus en plus vrai en France aussi, c'est qu'en tout cas chez eux, il n'y aura aucun effort, très très peu d'efforts supplémentaires pour vous comprendre. Il faudra bien expliciter au début, hein. L'implicite ne marche pas là-bas, hein. Les sous-entendus, ça ne marche pas vraiment là-bas. Vous devrez apprendre à parler à leur langage, comme ils parlent, connaître leurs indicateurs et leur terminologie, quels mots ils utilisent. Ils sont toujours à la recherche de bénéfices immédiats. Ils ont besoin d'objectifs précis. OK, c'est quoi ton offre? Ils sont pragmatiques, ils veulent des propositions de valeur. Les échantillons, on verra après. En France, on a construit nos entreprises et notre savoir-faire agroalimentaire autour d'un savoir-faire sur des traditions, sur du terroir, sur l'artisanat ou des nouvelles technologies qui ont été mises en place. Mais en tout cas, autour d'un process alimentaire qui raconte une histoire. Les États-Unis, ça vient après. Vous venez déjà de France, ils savent déjà que vous avez des process alimentaires anciens, ancestraux, et que vous avez un savoir-faire, c'est pas ça qui va les intéresser. Finalement, c'est qu'est-ce que vous allez leur apporter qui va faire que eux vont devenir meilleurs et vendre plus de vos produits, d'accord? Et vendre plus de produits.
Donc, c'est pragmatique. Et c'est une proposition de valeur avant les échantillons. N'envoyez pas d'échantillons au début si vous n'avez pas déjà préparé tout le reste avant et communiqué là-dessus. Voilà, ça, c'est un classique. Moi, je sais que à mon arrivée aux États-Unis, il y a 30 ans, j'avais ma petite mallette de vendeur. Je suis arrivé dans un supermarché avec ma petite mallette d'échantillons français. Et j'ai commencé sur, oui, voilà, je représente cette société américaine. J'avais le chef de rayon derrière son rayon en train de couper je ne sais pas quoi. Et j'étais en train de lui expliquer les bienfaits, l'originalité, et en tout cas la tradition des produits à quoi ça correspondait. Et au bout de 20 secondes ou 30 secondes, le chef de rayon a posé ce qu'il faisait, il m'a regardé, il m'a dit shoot, shoot. Qu'est-ce que tu as à me dire? Vas-y, tire. Allez, dis-moi ce que tu as à me dire. Ok, qu'est-ce que tu me proposes? C'est quoi Voilà. Et là, j'ai appris en accéléré qu'il fallait y aller direct. Voilà. Et pas qu'il fallait direct aller sur la proposition de valeur. Alors, ils sont concentrés sur des résultats rapides et efficaces. Il n'y a pas une attente de perfection au premier contact, d'accord? Il faut aller vite. Donc, ils vont privilégier le code timing, le temps, d'accord? Donc, on revient sur, allez, shoot, shoot. Et puis, ils sont quand même dans un esprit d'entrepreneurship. Donc, ils valorisent beaucoup ça. Hein. Ils aiment bien le courage entrepreneurial, d'expliquer que vous montez vos bureaux, que vous avez fait telle ou telle action mise en place, etc. Et que vous prenez des risques, ok, mais contrôlés. D'accord? Donc, ils sont plutôt en recherche d'une nouvelle opportunité de business, rapide dans le temps. Il faut accélérer la possibilité de développer les affaires avec eux. Ça veut dire qu'il y a tout un travail d'anticipation à faire en amont, mais ça, on va en parler après. Et après, ils sont, bon, qu'est-ce que tu m'amènes? Et vite, vas-y, c'est quoi ton histoire? Et qu'est-ce que tu as créé aux États-Unis? Qu'est-ce que tu amènes dans ce pays aussi? Hein? Ils sont aussi friands de, mais qu'est-ce que tu es en train de faire aux États-Unis finalement? Ok, tu viens de France, tu viens de loin, mais finalement, qu'est-ce que tu vas apporter dans le pays? Tu crées des emplois, tu fais quoi? Tu amènes de la valeur? Comment? Voilà. Tu contribues aussi au développement du pays. Bon, je ne vais pas rentrer après dans les détails un peu on va dire qu'en France, on va essayer de créer une vraie relation avant d'exécuter une tâche. Alors qu'aux États-Unis, on va faire la tâche avant de créer une vraie relation. Voilà, c'est une grosse différence culturelle. En France aussi, une autre grosse différence culturelle, notamment quand on crée des équipes sur place, on est habitué à faire du multitâche, hein, à être polyvalent, à avoir des plannings flexibles. La ponctualité, c'est pas hyper, enfin c'est important, mais c'est pas critique. Voilà, il y a plusieurs chemins, mènent à Rome, ok, tous les chemins mènent à Rome. Aux États-Unis, ils sont plutôt méthodiques. Il va falloir suivre des étapes, des séquences, hein, et puis c'est une chose à la fois. D'accord? Donc ça veut dire qu'il va falloir être ponctuel. Hein, c'est important pour eux. D'ailleurs, ils ont un terme, ils appellent le French Quarter. Quand vous arrivez en retard au rendez-vous, vous prenez ça dans la tête. Hein. Ah oui, donc c'est ton French Quarter. Ils savent très bien que les Français peuvent avoir jusqu'à 15, 20, 30 minutes de retard. En tout cas 15 minutes. Une autre différence, ça entraîne quoi? Ça entraîne que les Américains sont souvent très forts à faire une chose. Et ils la font excellemment. C'est vraiment notamment quand on crée des équipes, on a l'habitude d'avoir des gens qui sont multitâches, et puis on va prendre des commerciaux multicasquettes, hein, ils vont faire un peu de tout. Là-bas, vous allez avoir des commerciaux, par exemple, ou des équipes très spécialisées sur, il y en a une qui est pour obtenir des rendez-vous, ils sont super entraînés pour ça, et ils vont vous obtenir les rendez-vous, et il y en a une autre pour aller sur place et faire la conversion. Voilà, c'est vraiment des modèles américains typiques qu'on retrouve dans le commerce. Voilà. Donc c'est à prendre en compte dans ce que ça entraîne, voilà, ce que ça peut entraîner les différences culturelles. Et donc, si vous parlez à un Américain en lui disant, bon, tu vas faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, il va vous regarder avec des grands yeux, il va dire, attends, moi, je veux dire, il y a un moment, sois plus sérieux dans ton approche vis-à-vis de moi. C'est pas comme ça que je vois le monde, enfin, le monde de ma fonction. Alors, les erreurs à ne pas commettre. Ça, c'est basé sur mon expérience et ce que j'ai rencontré, les développements qui n'ont pas fonctionné, soit qui ont réussi. Alors, l'erreur classique aux États-Unis, je vais aller directement au salon et puis on verra après. On va faire un salon sur place et puis on verra bien, on va apprendre sur place, on va faire. OK. Alors, oui, vous pouvez aller sur un salon, mais il va falloir bien le préparer, votre salon. Il ne faut pas arriver en disant on verra sur place avec nos échantillons, on aura fait une plaquette en anglais puis on verra bien comment ça se passe. Il faut savoir que, je vous ai expliqué que le temps, c'était essentiel pour eux. Donc, il faut être prêt à hyper réagir. Moi, j'appelle ça l'hyper-réaction. Quand il le faut, notamment en termes d'anticipation R&D, si vous avez les champions du monde, les plus gros acheteurs potentiels américains en face de vous sur le salon et qui vous font une demande, est-ce que vous avez anticipé du temps en usine pour retravailler les produits, pour adapter les choses? Est-ce que votre logistique, elle est claire? Est-ce qu'elle a été étudiée avant? Est-ce que c'est clair? Vous savez les coûts que ça implique?
Est-ce que votre politique tarifaire, elle est préparée et vous allez pouvoir dégainer assez rapidement un tarif. On est sur du premier contact. On peut faire qu'une bonne première impression une première fois. D'accord? Donc, ces erreurs-là dont je vous parle, c'est souvent des erreurs qui vont coûter en temps, en argent, et puis qui vont affaiblir votre prise de parole et par ricochet votre image. Donc la première bonne impression, il faut la préparer, l'anticiper. Voilà. Après, on va dire, ah bah, finalement, j'ai peut-être pas besoin de présence sur place. S'il n'y a pas de bureau commercial sur place, ça ne va pas les rassurer. Hein. Vous êtes loin, on va en parler encore après. Ça va être difficile de maintenir une pression commerciale régulière avec vos prospects à distance. D'accord? Donc, si vous n'avez pas une adresse sur place et que vous ne les rassurez pas sur la partie logistique, vous n'allez pas forcément être encore dans le jeu pour eux. Donc, ils vont avoir tendance à vous garder, hein, c'est ce que j'explique, à distance. Vous n'allez pas être prioritaire. Ou alors, vous avez un produit champion du monde et innovation absolument parfaite. Et là, effectivement, ils n'auront pas le choix. Mais dans tous les autres cas, vous ne serez pas priorisé. En plus, en ce moment, il y a une chose qui se passe avec la priorisation, c'est qu'on est quand même en fin de Covid, donc il y a la priorisation nationale qui est en train de se mettre en place un peu partout dans le monde. Donc il y aura toujours des marchés intéressés par les produits importés de France, mais il y aura aussi quand même une petite priorité sur, bah oui, mais finalement, si c'est fait sur place, pourquoi j'importerai un produit? Donc il va falloir faire attention aussi à ça. Hein. Si vous n'avez pas de bureau sur place, ça va être quand même encore plus compliqué. Alors après, ce que j'entends aussi, c'est mon produit est tellement bon, c'est un made in France, c'est le meilleur, je n'ai pas besoin de l'adapter. Alors oui, vous n'allez pas changer le cœur de votre recette et de votre produit. Par contre, il va certainement y avoir des histoires de packaging, de grammage. Peut-être que si vous tombez sur un très gros compte, vous allez dire, bon, finalement, lui, ça vaut le coup qu'on adapte notre recette. Voilà. Donc, tout ça, il va falloir un peu l'anticiper, le préparer. Hein. L'autre grosse erreur aussi que j'ai, c'est j'ai pas besoin de tester avec les consommateurs sur place. De toute façon, les palais français fonctionnent avec le produit, ils l'aiment bien. Donc, finalement, j'ai pas besoin de tester avec les chefs si c'est un produit professionnel. J'ai pas besoin de faire de panel concurrentiel, c'est pas grave, j'y vais et puis on verra bien. Oui, mais ça, ok, bah, si vous testez rien et que vous tombez sur des gros prospects, c'est l'énergie pour tout le monde perdue pour vous, c'est de l'argent, c'est du temps perdu, parce que vous n'avez pas préparé soit le contre-discours éventuel, le contre-argument, ou bien vous n'avez pas préparé j'allais dire, le produit de façon à le présenter sans ces problématiques concurrentielles. En tout cas, en essayant de les contrer. L'autre discours, j'entends aussi, bon, mon digital, ce qui fonctionne en France, en UK en tout cas, avec les Anglais, je peux l'adapter pour les Américains. Oui, vous pouvez l'adapter, mais il faudra l'adapter. Hein. Les Américains, si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, si vous n'avez pas un site en anglais américain, ou en tout cas avec des vidéos américanisées, s'il n'y a pas des choses qui leur parlent directement, vous n'êtes pas forcément en train de montrer la meilleure image. Et puis, ce que j'entends aussi, c'est je cherche un représentant exclusif. Hein. Moi, je veux un importateur, il prend tous mes produits et puis il se débrouille avec tout ça. Quoi. Il faut être pragmatique. Dans certaines technologies, ça fait du sens parce qu'il n'y a pas le choix. Dans certaines technologies de produits. Dans d'autres technologies, dans d'autres segments, il faut regarder. Hein. C'est quand même la première richesse mondiale en termes de pays. C'est un pays continent. La confier à un seul intermédiaire, c'est quand même... Il ne faut pas que ce soit un réflexe. Il faut bien étudier cette situation. Voilà, ça c'est un peu toutes les erreurs classiques rencontrées et qu'il faut éviter, contrer et voir quand même les prendre, les connaître et derrière comment économiser son argent et son temps et puis avoir une belle première prise de parole. Cette question, ça va? Allez-y dans le chat hein, si vous avez des questions sur les erreurs. J'avance. Alors, j'ai entendu dire qu'aux États-Unis, bah, il se passe plein de choses. C'est-à-dire que les contrats, alors oui, alors les contrats, on se casse la tête avec les contrats. Bon, le droit américain, c'est un peu la façon opposée du droit français. C'est-à-dire que le droit américain, en fait, il faut prévoir il prévoit peu de cas, en fait. Alors que le droit français va prévoir déjà tout. Et puis après, on va se baser, nous, sur un code qui est bien clair, etc., qui est plutôt clair. Alors que les États-Unis, bah, ça ne marche pas comme ça. Il faut tout prévoir tous les cas où il pourrait y avoir un souci. Ou tous les cas où on doit fonctionner. C'est souvent les cas où il peut y avoir un souci qui vous mettent dans les contrats. Donc vous vous retrouvez avec des contrats effectivement assez épais. C'est rare d'avoir des contrats, alors ça dépend quel type, mais c'est rare d'avoir des contrats en dessous de 50 pages ou 40 pages. Oui, effectivement, les contrats, c'est un vrai sujet, sauf qu'il faut s'équiper, c'est-à-dire qu'il faut avoir un food lawyer,
c'est avec ce type d'intermédiaire que je travaille aux États-Unis. Ce sont des avocats spécialisés dans l'alimentation qui sont locaux, qui vont relire le contrat et qui vont répondre pour vous, localement, à votre intermédiaire. Et ça, par expérience, ça calme toute velléité en face et toute difficulté, parce que vous avez un avocat basé dans le New Jersey ou en Californie, enfin bref, un food lawyer spécialisé qui va pour vous, ça coûte pas très cher, qui va pour vous prendre le contrat, le lire, vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire, et va discuter, ou éventuellement, s'il n'y a pas besoin de discuter, va simplement vous dire de le signer. En tout cas, vous avez des possibilités de gérer cette partie-là. Et il faut l'anticiper. Les procès, oui, effectivement, il y a des procès, il y a beaucoup de procès aux États-Unis, il ne faut pas se voiler la face. Et c'est pour ça qu'ils ont créé les liability insurance, donc les assurances spécialisées pour tout type de procès. Ce qu'on dit aux États-Unis, la bonne pratique, c'est qu'il faut, moi, Marocco, c'est 2 millions de dollars en cas de procès. L'idée, c'est votre produit s'est retrouvé dans un supermarché ou au restaurant, et une personne s'est cassée une dent parce qu'il y avait un morceau de noix dedans, j'en sais rien, quelques coquilles, quelque chose. Bon. Ça fait partie du business aux États-Unis. Vous avez les assurances, elles ne sont pas énormes, elles ne sont pas très très chères. Voilà, mais c'est anticipé et il faut le mettre en place. L'éloignement. L'éloignement, il ne faut pas se voiler la face, ok? Il ne faut pas dire ah bah, c'est pas grave, on n'en parle pas. Il y a un éloignement, donc ça veut dire qu'il faut l'anticiper. Comment on se positionne par rapport au fait qu'on est loin, que l'usine est loin, que la fabrication vient de loin et qu'elle a traversé l'océan Atlantique, voire le Pacifique. Enfin, bref. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut avoir un discours pour les rassurer. C'est-à-dire, l'idéal, c'est d'avoir, comme je vous ai dit, une adresse sur place aux États-Unis et un numéro de téléphone américain qui va vous prendre le relais et qui va déjà les rassurer, et puis les rassurer sur le fait que oui, effectivement, ça vient de loin, mais on a du stock sur place. Alors, pour ceux qui ont des produits avec des DLC, des DLUO courtes, c'est sûr que là, c'est une hérésie. OK, mais sauf que il y a dire et faire, c'est-à-dire qu'il faut anticiper le moment où il faudra peut-être un stock sur place, et puis dire qu'on est prêt, qu'on a un partenaire. Après, vous n'êtes pas obligé, voilà, ça, on pourra en reparler. Mais il y a un discours à tenir qui fonctionne, qui rassure, et vous avez tout anticipé pour appuyer sur le bouton au moment où il faut appuyer sur le bouton. Voilà. Mais en tout cas, si vous y allez, c'est une des premières questions qu'ils vont vous poser. Est-ce que vous avez du stock sur place? Des fois, ils ne réfléchissent même pas qu'ils sont en train de parler sur des produits qui sont à des durées dites très courtes. Il faut les rassurer, il faut dire, écoutez, on travaille avec tel partenaire, et généralement, ce sont des partenaires établis, en surgelé, en frais, en ambiant, et voilà, et vous donnez le nom, et tout se passe bien. Et par expérience, vous, par contre, vous êtes renseigné sur les contrats avant, avec votre partenaire logistique futur, vous avez anticipé et vous êtes prêt à démarrer. Éventuellement, vous avez mis une palette d'échantillons sur place s'il y a besoin, parce que vous avez développé, donc vous avez effectivement déjà un partenaire logistique sur place. Et de toute façon, les délais entre le moment où vous commencez à parler avec un client américain et le moment où ce sera signé, feront que vous aurez le temps de monter en stock aux États-Unis s'il y avait besoin. Voilà. Chaque cas sera particulier, évidemment, en fonction des technologies et des produits. Alors, la langue. La langue, quand je mets la langue, c'est l'anglais. Mais c'est l'anglais américain, c'est pas l'anglais UK. Alors, c'est pas grave, vous pouvez parler anglais UK là-bas. Sauf qu'il y a un moment, il faudra que vous, c'est surtout dans ce cas-là, en interne, avoir des équipes et des qualités qui soient à l'aise avec l'anglophonie, qui soient à l'aise avec répondre et gérer ça. Vous allez recevoir des dossiers, des cahiers des charges clients à signer. Si vous êtes en charge du développement, vous n'allez pas pouvoir tout lire, c'est pas possible. Il faut que quelqu'un puisse prendre le relais en interne et vous aider. Pour ça, il faut que vous ayez des fiches techniques, un travail qui a été fait avant, voilà, qui soit anglophone et que ce soit prêt et que vous n'avez plus qu'à appuyer sur votre bouton d'envoi de mail pour faire passer vos fiches techniques et ou avoir quelqu'un derrière qui en 48 heures, 72 heures peut relire le document et vous dire voilà où sont les questions. Dernier point sur l'administration américaine. Oui, alors effectivement, on se dit, oh là là, c'est compliqué, la USDA, la FDA, etc. Bon. D'abord, il faut être pragmatique. Ils sont pragmatiques, les Américains. Effectivement, ils ont des interdits. C'est clair que les protéines d'origine animale, c'est très compliqué et c'est beaucoup plus compliqué, le lait aussi, etc. C'est compliqué aux États-Unis, il y a des législations particulières, des régulations particulières. Tous les autres produits, après, il va y avoir des histoires sur des fruits, etc. Mais on va dire que globalement, ce qu'il faut, c'est avoir ce qu'on appelle un custom broker qui va venir vous aider. Donc ça, c'est pareil. Moi, je vous mets en relation avec ces gens-là et je fais l'intermédiaire et ou pas. En tout cas, avoir un custom broker, ça se trouve. C'est pas compliqué. Vous pouvez le trouver tout seul. Vous allez sur les Yellow Pages
de New York, enfin ça n'existe plus, mais vous allez sur Internet, vous faites custom broker, donc c'est les agents des douanes. Eux, ils vont regarder votre produit, ils vont dire, voilà, globalement, attention, pourra se passer ça, ça ou ça. Ils vont déjà vous dire ça, ils vont vous dire aussi la tarification, s'il y a des tarifs douaniers ou pas, il y en a souvent. En tout cas, voilà, tout ça, ça s'organise. Et une fois que vous commencez à avoir du business aux États-Unis, si ce n'est pas un produit qui est sur les listes interdites au USDA, vous n'entendrez pas parler d'eux avant un an. Hein. Vous commencerez à faire des affaires dans ce pays. Et un jour, effectivement, au bout d'un moment, vous allez commencer à avoir 1, 2, 3 conteneurs qui arrivent. Normalement, au bout d'un an, si tout se passe bien et que vous avez envoyé plusieurs conteneurs, au bout d'un an, là, vous commencerez à avoir la USDA qui va vous demander de faire une audit pour continuer à exporter aux États-Unis. Voilà, c'est une règle un peu générale, je suis obligé de généraliser, ça va dépendre des technologies, encore une fois, et des produits, mais on va dire que c'est quand même la grande règle de fonctionnement. Donc, ça veut dire que quand vous recevrez ce coup de fil, vous aurez anticipé ce coup de fil. Vous saurez que la USDA, parce que les affaires se développent aux États-Unis, c'est tout le bonheur que je peux vous souhaiter. Et donc, derrière, vous aurez anticipé ce coup de fil. Donc, il y aura des audits à préparer, etc. Hein. Donc, il y aura une audit, mais vous aurez un an quand même pour développer votre business. En règle générale, c'est comme ça que ça se passe. Sauf pour les protéines d'origine animale. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, tendance et changement alimentaire. Donc là, le marché il évolue. Et là, je vais vous en parler. Je ne me rends pas compte du temps, ça a démarré il y a 30 minutes. D'accord. Je fasse attention. Alors, les États-Unis, c'est pour moi, en 30 ans de vie professionnelle entre les deux pays, c'est une machine à voyager dans le temps. D'accord. C'est dans l'alimentaire, c'est très souvent une machine à voyager dans le temps. Donc déjà, c'est super intéressant parce que c'est un marché, vous allez voir ce qui s'y passe et vous savez que dans quelques années, ça va arriver en France. Donc si vous voyez un truc dont vous n'avez jamais entendu parler aux États-Unis, vous pouvez être sûr que vous avez 5 ans d'avance, 3 ans d'avance. Vous êtes 3 ans en avance sur ce qui va se passer en France. Bon. Et ça, je l'ai vu vraiment dans toute ma carrière, que ce soit le sans gluten, le vegan, le clean label, le e-commerce, encore plus le e-commerce. Bon, mais ça va plus vite le e-commerce parce que forcément, ça vient des États-Unis aussi à l'origine. Mais en tout cas, voilà, on voit les types de restauration, les nouveaux concepts de restauration si vous êtes sur le marché de la restauration. C'est vraiment un accélérateur, vous avez de l'avance, vous faites un voyage dans le temps. Ça, c'est super intéressant. Alors après, une fois qu'on a dit ça, ok, il y a des demandes R&D qui vont venir, donc ça nous donne le temps, nous, en interne, de nous préparer, de dire, bah ok, on peut y aller et on peut se dire, bah tiens, moi, sur mon segment de la viande ou quoi, qu'est-ce que je peux faire en vegan un jour? Voilà. C'est-à-dire, il y a des tendances qui sont en train de grossir, et ça veut dire que les services R&D devraient, et marketing, devraient aller régulièrement, une fois tous les ans ou tous les 2 ans aux États-Unis pour voir un peu ce qui s'y passe sur leur segment. En tout cas, c'est ma recommandation. Alors, les tendances en ce moment du marché, bon, bah, ça va être le redécouvrir ma santé, renforcer mon immunité, ça va être vivre bien, préserver sa santé. Alors, vous allez retrouver des choses, hein, bien sûr, hein, qu'on retrouve en France maintenant. Préserver sa santé proactivement, long terme, plus de sécurité, la traçabilité. Alors, il y a des choses, on va être quand même en avance hein, en France. Hein. La traçabilité, moi, je trouve qu'on a toujours été plus ou moins en avance quand même sur les États-Unis. Bon, l'inviolabilité du packaging, les valeurs transmises, le pouvoir des plantes, ça c'est vraiment quelque chose qui commence à arriver en France, mais qui va nous tomber dessus, j'en suis à peu près convaincu. Donc, et toutes les alternatives des plantes. Hein, donc, ça veut dire aussi, ça peut être les superfoods, pour moi, ça rentre là-dedans aussi. On le voit arriver vraiment en France. Le meilleur pour moi, vivre en forme le plus longtemps. Donc, comment vous allez aider, vos produits alimentaires vont aider les gens à vivre plus longtemps. Voilà, ça c'est des discours qu'on entend aux États-Unis. Le goût avant tout. Alors ça, c'est nouveau pour les Américains. Là, on a de l'avance. Hein. Le goût avant tout, nous, on est plutôt connus pour ça à l'origine. Mais c'est vrai que là-bas, c'est le reprioriser, c'est nouveau pour eux. Hein. Parce que là-bas, il y a quand même la nourriture, c'est quand même encore en majorité une question fonctionnelle. Hein. Je me nourris pour faire autre chose. Hein. Alors qu'en France, on va se nourrir pour vraiment le côté plaisir. En majorité, je dis bien en majorité, et je caricature, j'en ai conscience. Alors, le naturel, le cleanable, bon, bah, ça, c'est des choses qui sont en route en France aussi. La terre est durable et l'urgence écologique. Ça, c'est quelque chose de plus récent aux États-Unis. Nous, on a de l'avance là-dessus, en tout cas sur la prise de conscience, ça, c'est certain. Il y a 2 ans, j'avais fait un séminaire dans l'Arizona où il y avait les grands acheteurs de la grande distribution qui étaient là. Et il y avait des tables rondes avec différents fournisseurs américains et étrangers. Et il
à la fin, il y avait une table ronde, c'était c'est quoi vos préoccupations du futur? Enfin, c'est quoi les préoccupations des 2-3 ans qui vont arriver? Et moi, j'avais levé le doigt en disant, enfin, j'avais noté sur mon post-it, bah, moi, la préoccupation, c'est qu'est-ce qu'on fait des emballages polluants, du plastique, comment nous, enfin voilà, j'avais ça en France, déjà c'était un sujet il y a 2-3 ans, sur les emballages, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et là-bas, j'ai été accueilli par mais de quoi il parle, quoi? C'est quoi cet extraterrestre français là qui vient nous parler des emballages recyclables, recyclés, mais de quoi il parle, quoi? Voilà, c'est vous dire qu'il y a des choses là-bas, pardon, l'urgence écologique, elle devient maintenant, et je suis content que ça avance aux États-Unis, mais ça prend plus de temps. On est sur le fonctionnel, on est sur le rapide, on est business is business. Maintenant, si il y a une demande des consommateurs là-dessus, et comme business is business et qu'ils sont pragmatiques, ils commencent à travailler dessus et ils se rendent compte de l'urgence écologique. Donc, nous avons de l'avance là-dessus, moi je trouve, en tout cas. Les offres personnalisées, oui, donc c'est quoi par rapport à mes problématiques de santé, c'est quoi, ou mes envies, c'est quoi, comment je peux personnaliser mon offre produit. Commander en ligne, bon, bah, ça c'est vraiment la vente à emporter, le déguster chez soi. Et puis avec la Covid, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des tendances sur le kit à cuisiner, les livraisons de plats, de se faire livrer des repas cuisinés, etc. Ça a été vraiment très développé, mais ça c'est comme en France. Voilà les grosses tendances des consommateurs américains en ce moment. Alors, ça c'était une étude qui avait été publiée en Cial 2020, que j'ai reprise là, où en fait, dans les changements alimentaires, comment les consommateurs réagissent par rapport aux industriels. Et ce qui était ressorti, c'est que les habitudes alimentaires, est-ce qu'elles changent depuis 2 ans? Alors oui, la population américaine dit oui, effectivement, elles changent. Et ça, c'est nouveau. Hein. Pour les États-Unis, c'est nouveau. La santé est une alimentation plus saine. Est-ce que c'est important? Oui. Et ça, c'est nouveau aussi pour les Américains. On reçoit les mêmes les tendances que je vous ai montrées avant. Est-ce que l'alimentation doit être plus éthique et durable? Oui, mais pour seulement 20% de la population. Donc il y a encore voilà, c'est une minorité encore aux États-Unis. Je pense qu'en France, on aurait certainement des niveaux plus élevés. Est-ce que s'alimenter, ça peut être un engagement citoyen? Oui, pour 30% de la population. À mon avis, je crois que j'avais vu l'étude d'avant qu'avait fait Kantar avec le Cial. Je crois qu'on était aux États-Unis à 10 ou 15%. Donc les choses évoluent, mais on voit que d'y aller sur l'engagement citoyen aux États-Unis, soit ça va être votre angle d'attaque, votre fer de lance pour rentrer sur le marché. Hein, c'est ce que je recommande à mes clients souvent. Soit ça va être un discours à mettre un petit peu en retrait. Ou alors, vous avez un produit qui est là-dessus et qui va en parler. Mais en tout cas, ça va être pas la majorité des Américains. Et est-ce que les producteurs alimentaires américains ont mené des actions suffisantes par rapport à ces sujets précédents? Oui, ils disent que les Américains, les industriels répondent. Et c'est vrai qu'on le voit sur les produits. Si vous faites un voyage là-bas, vous le verrez, il y a de plus en plus on s'engage, on essaye d'avoir des ingrédients locaux. Alors ça ne nous arrange pas quand on importe des produits. Mais en tout cas, on va voir en ce moment ce qui se passe en France va se répercuter aussi là-bas, hein, sur le local, voilà. Donc l'engagement citoyen, ça va être peut-être sur on a diminué le plastique, on a mis plus de choses recyclables. Voilà, c'est là-dessus qu'il va falloir avoir votre discours. Alors, j'ai vu qu'il y avait un commentaire. Est-ce que c'est... Comme je n'ai pas accès aux commentaires, est-ce qu'il y a quelque chose pour moi là ou... Non, Maximilien, c'est moi qui relançais pour les questions. Ah d'accord, ok. Pas de souci, je vous laisse continuer. Ok. Alors, les marchés maintenant. Des chiffres. Non, mais on va essayer de rendre ça absorbable. Alors, le retail aux USA. Bon, le retail aux USA, c'est déjà un marché donc les magasins, hein, les ventes en grande surface, en grande distribution et circuits spécialisés. Bon, c'est 710 milliards de ventes alimentaires en 2020, c'est 265 000 magasins. Hein. Ce qu'il faut voir, c'est que avec la Covid, il y a eu une augmentation, hein, comme en France, hein, forcément, du chiffre d'affaires retail qui est passé qui a énormément bénéficié de la Covid. Et on le verra sur la slide d'après, sur la page d'après, quand je présente la partie RHF, Food Service. Donc, ils étaient en croissance, hein, mais ils ont pris 8% de chiffre d'affaires supplémentaire en un an. Alors, c'est 55% du total alimentaire. Donc, avoir une démarche aux États-Unis sans prendre en compte la grande distribution, bah, c'est comme en France, ça n'a pas de sens. Alors, qu'est-ce qui fonctionne là-bas? D'abord, les premiers formats de magasins en chiffre d'affaires alimentaire aux États-Unis, ce sont les supermarchés, hein, qui génèrent 40% du CA global.
Après, les types de magasins alimentaires les plus courants, ce sont les proxys, hein, les magasins de proximité, dont les stations-service, hein, puisque là, pour ceux qui connaissent, quand on va là-bas, on peut aller dans une station-service, on a l'impression d'être dans un mini supermarché, alors petit, hein, mais un mini supermarché. Voilà, de toute façon, ils sont pragmatiques. Donc, s'il y a un lieu où il y a des consommateurs qui passent, pourquoi pas essayer de leur vendre des produits alimentaires. Donc, même dans une station-service, vous allez voir, et on voit en France aussi sur autoroute maintenant. Mais là-bas, c'est carrément où vous faites vos courses, quoi. Donc, c'est le premier type de magasin alimentaire aux États-Unis, 160 000 sites. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des offres qui peuvent rentrer dans du mini, dans du snacking, dans de la vente à emporter, il faut penser, alors avec une technologie qui le permet aussi, parce que c'est souvent une difficulté dans les proximités, vous pouvez essayer d'approcher ce marché. En tout cas, vous êtes sur un segment prioritaire de développement. Le premier format en chiffre d'affaires hebdo aux États-Unis, ce sont tout ce qu'on appelle les warehouse clubs, hein, les Costco en France, que vous connaissez. Donc les Costco, les Sam's Clubs, les BJ's, les Dymart et tout ça. Aux États-Unis, il n'y a pas que Costco dans le warehouse club. Hein, il y a d'autres. C'est un vrai segment à lui tout seul. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est des magasins qui peuvent avoir plus de $1 million de chiffre d'affaires hebdo sans problème. La plus forte progression de type de magasin aux États-Unis, et ça c'est intéressant aussi, c'est les magasins spécialisés en produits naturels et bio. Ça représente 70% des ouvertures. Donc, voilà, on voit bien une population et un marché qui est en train d'évoluer vers le naturel et le bio aussi. Alors, j'aurais posé la question, est-ce qu'il y a des questions? Mais voilà, j'espère que c'est pas... Donc là, je vous ai mis, alors Whole Foods, c'est un marché, c'est spécialisé, hein, c'est un circuit spécialisé, bio naturel. Speedway, c'est une chaîne de stations-service. Je ne sais plus combien ils en ont, mais ils en ont genre 5000 ou 4000. Costco, bien sûr, vous connaissez. Kroger, c'est la première chaîne de supermarchés classiques. Voilà, je vais les appeler comme ça, comme en France. Hein, ce serait notre Auchan ou notre Carrefour, on va dire, ou Leclerc. Walmart, vous connaissez Walmart, de réputation en tout cas. C'est le premier, le leader mondial de la grande distribution. Et puis Rite Aid et Walgreens, c'est les marchés, je les ai mis dans les proximités, hein, c'est aussi les côtés pharmacie, hein, puisque la pharmacie là-bas, c'est un drugstore à l'anglaise, hein, donc on peut acheter aussi à manger sans problème. Alors, le food service. Le food service, donc, 578 milliards. Ce qu'il faut voir avec le food service, c'est le nombre de restaurants. C'est plus d'1 million de restaurants. Alors, c'était, avant la Covid, je n'ai pas les derniers chiffres, alors ils ne vont pas être bons, je pense. C'était plus d'1 million de restaurants. Par contre, la chute vertigineuse de chiffre d'affaires de la restauration liée au Covid, voilà, comme en France, ce n'est plus que 44% de la consommation alimentaire, alors qu'avant, c'était 51%. Bon. De tête en France, je crois que la restauration, c'est encore que 30% de la consommation alimentaire. Donc, ça vous donne quand même que l'alimentation à travers la restauration reste quand même un moment très fort pour les Américains et que la restauration a beaucoup plus de poids proportionnellement aux États-Unis qu'en France. En plus, c'est une restauration de type commercial, avec des restaurants où on va s'asseoir et se faire servir, ou en fast-food, hein, mais en tout cas où il y a une offre commerciale. Et ça, c'est une autre différence avec la France, puisque en France, on va être plutôt sur un ratio, alors je ne sais pas s'il a beaucoup évolué, mais de 50-50. 50% de collectivité, de restauration collective, et puis 50% de restauration commerciale. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. On a vraiment une force sur le côté commercial. Et donc, le premier segment, c'est la restauration service à table. Le deuxième segment, c'est le QSR, hein, le fast-food et snacking. Et puis, les autres types de restauration derrière. Voilà. Pour vous donner un comparatif, la France, le marché alimentaire français fast-food, c'est 6,2 milliards. Voilà, quand les États-Unis, c'est 37% de 570 milliards, donc ça fait 120 milliards. C'est un peu vous donner des idées, des ratios. Donc, ça veut dire quoi? Si j'ai des produits qui sont pour la restauration, et sur le food service, je vais aller voir en restauration service à table, il y aura peut-être une démarche intéressante à mener. En fast-food et snacking, une autre démarche différente à mener. Voilà. Ce n'est pas forcément celle-là qu'il faut faire. En tout cas, c'est des pistes intéressantes à étudier. Les ventes alimentaires en ligne. Donc là, j'ai fait un zoom là-dessus. Donc ça vient en plus. Hein. Donc, les États-Unis sont en avance, c'est juste vous donner les chiffres par rapport à ça, comparé à nous. Hein. Dans 2020, on aurait été à 8 milliards de ventes alimentaires, quand les États-Unis sont à 106 milliards. Quoi. Voilà.
Ça vous donne un peu, avec une progression suite à la Covid de 125%. Je ne sais pas où on en est en France, mais en tout cas, voilà, c'est vous dire que c'est un segment qui continue à se développer. Et ça peut être une clé d'entrée. Hein. On peut dire, c'est tout à fait, ça devient un segment où on peut dire, bah, je vais tester le marché américain sur la vente en ligne. Je vais y aller mollo, je vais avoir, alors ça dépend des technologies de produits encore une fois, évidemment en ambiance c'est plus facile. En tout cas, on peut commencer à se poser des questions de je pénètre ce marché à travers la vente en ligne. L'alimentaire, c'est 44% voilà, de toutes les ventes Internet. 32% des foyers américains achètent l'alimentation en ligne, de l'alimentation en ligne, hein, ça augmente. Et puis les top players, je vous les ai mis là, c'est les 5 plus gros en termes de chiffre d'affaires généré. Amazon, bien sûr. Instacart, qui n'est pas connu en France, c'est un agrégateur de supermarchés. C'est-à-dire que les offres en ligne des supermarchés se mettent sur Instacart et Instacart propose à ce moment-là toutes les infos de toutes les ventes en ligne des supermarchés locaux qui ne sont pas sur Amazon ou qui n'ont pas leur propre site internet. Voilà. Target, donc après c'est Walmart le troisième. Walmart, Kroger, la première chaîne de supermarchés américaine, le Carrefour américain, on va dire. Et puis Target. Alors Target, c'est un format qui n'est pas trop connu en France, qui est une espèce d'hypermarché, mais vraiment très développé, plutôt sur la partie non-food. Donc il y a du food, il y a l'alimentation, mais moins quand même. C'est plutôt, ça va ressembler un peu à Walmart, mais un peu plus haut de gamme, on va dire, que Walmart. Il y a un commentaire, c'est bon, je passe? Ça me concerne. Vous pouvez continuer, c'est un commentaire sur des conseils réglementaires. Je vous propose de regarder à la fin. Ouais, ok. Alors, les grands réseaux américains, comment fonctionnent les réseaux américains? Alors voilà, les réseaux commerciaux aux États-Unis, c'est pas hyper compliqué. Hein. Pour avoir vu des réseaux dans d'autres pays, c'est assez simple quand même. C'est le pragmatisme américain. Ce qu'il y a, c'est que vous allez avoir des intermédiaires. C'est ça qui va nous parler en fait. On est à distance, donc les intermédiaires, ça peut faire du sens. Hein. Il faut être pragmatique. Ça dépend dans quel moment, à quel moment on va avoir besoin d'eux. Des fois, on n'aura pas le choix. Ça va être le retailer, la chaîne du supermarché ou le distributeur food service qui va dire non, mais il faut que vous preniez un agent, un intermédiaire pour m'aider parce que moi, je peux pas piloter la force de vente sur vos produits sans arrêt ou je ne peux pas être sûr que les accords descendent comme il faut qu'ils descendent en région. Enfin, voilà. Donc, il va falloir, à un certain moment, vous allez peut-être être obligé d'avoir effectivement une partie d'intermédiaire. Alors, le système, comment il fonctionne? Vous allez avoir les fabricants donc, en France qui vont faire leurs produits ou leurs services, les produits. Il y a deux façons de voir le système. Soit on travaille avec des importateurs et on leur confie le marché américain. Alors, ça va dépendre encore, il faut être pragmatique, il faut regarder, il ne faut pas dire non, mais il faut regarder. Ces importateurs vont travailler avec des grossistes américains ou avec des indépendants du food service ou des grandes chaînes de supermarchés. Mais vous, en fonction de la technologie et du produit et de ce que vous allez amener sur le marché, peut-être qu'il ne faut pas se mettre les choses comme ça et dire non, mais attends, vu ce marché, vu le potentiel derrière, moi, je préfère passer le temps qu'il faut, investir du temps, mais en tout cas me dire j'y vais direct. Et j'y vais avec un responsable commercial qui va m'aider. Donc là, c'est un peu, voilà, il y a deux philosophies d'approche du marché. Soit je le pilote à distance, et à ce moment-là, il faut effectivement prendre des intermédiaires, un importateur, hein, ça fait du sens. Soit je me dis, bah oui, mais non, mais moi, je veux vraiment développer ce marché. Il y a du potentiel, je l'ai bien identifié, il y a un gros marché pour moi. Je ne suis pas en train de me dire, essayons, puis on verra bien. Parce qu'une fois que vous avez signé un importateur, je peux vous dire que quitter l'importateur, ça ne va pas se passer comme ça. Hein. Il va y avoir des conditions de rupture qui sont souvent dans les contrats pas simples. Avec des procès possibles. Enfin, ça, c'est des cas classiques. Hein, la rupture de contrat d'importateur alimentaire, il se passe des choses derrière. Donc, il faut avoir de bonnes relations avec eux et que ça se passe bien. Et qu'ils soient sympas. Et aux États-Unis, ils sont pragmatiques. Donc, s'ils peuvent faire du fric parce que vous les quittez, ils le feront. Donc, en tout cas, voilà, tout ça, ça fait partie des éléments à prendre en compte. L'idée de dire j'ai un stock déporté quand la technologie le permet, ça vous permet aussi de dire bah, la personne que je prendrai qui aura mon bureau commercial, qui va renforcer mon discours, ma présence, qui va permettre d'avoir une bonne première impression, qui va rassurer mon interlocuteur américain, pourra aussi aller voir les plus grandes chaînes de supermarchés, aller voir les principales chaînes de restauration, et pourquoi pas les gros indépendants régionaux, là où est basé le bureau.
voilà, c'est un peu, moi, ça va être souvent ma reco. Ça va être ça, c'est de dire, bah voilà, je mets en place une vraie démarche sur ce marché où j'ai une présence, où je rassure et où les gros intermédiaires se disent ça vaut le coup d'aller plus loin avec vous. Ensuite, vous avez une autre possibilité aussi, c'est effectivement le e-commerce. C'était la possibilité d'essayer de voir si, en fonction des technologies, vous pouvez le faire ou pas. Mais ça peut être un bon test. Ça peut être un bon test. En plus, mener à distance, c'est possible. Vous êtes en stock déporté, donc ça va être plus un technicien qu'il va falloir sur place pour vérifier que voilà, les relations avec le e-commerce se passent bien, etc. En sachant que derrière, si ça fonctionne, vous aurez des preuves de consommateurs de vente. Hein, et ou de professionnels. Il y a aussi des sites internet dédiés aux professionnels. Et ça vous permettra de vous appuyer dessus dans vos discours vis-à-vis des grands retailers ou des grands clients, des grands comptes en chaîne de restauration. Voilà. Il reste 50 minutes. Alors, les solutions, bah, moi, en fait, j'interviens. Voilà, là, on a fini un peu la présentation. Moi, c'est vous dire où j'interviens maintenant. Donc, j'interviens à 4 niveaux avec mes clients que j'accompagne, hein, tous des industriels de l'agroalimentaire. Hein. L'idée, c'est j'amorce votre entrée, je vous prépare, on fait tout le travail d'amont, je vous accompagne quand vous êtes prêt à y aller. Et puis derrière, bah, je vous accompagne dans votre développement, en sachant que petit à petit, vous prenez votre envol et vous décollez. Donc, ça veut dire quoi? Ça se transforme comment? Ça se transforme en étude de marché préalable s'il y a besoin. Si vous l'avez déjà mené, si vous avez déjà fait vos visites, bah, tant mieux et on s'appuiera dessus. Ça va aussi sur l'accompagnement de vos équipes. Donc, les directions, au niveau de la direction export ou la direction développement des affaires, bah, c'est travailler sur le business plan sur zone, c'est déterminer la politique tarifaire, c'est améliorer les contacts clients, amorcer les contacts clients s'il y a besoin, c'est accompagner vos négociations clients, les préparer, parce que les Américains, culturellement, il va falloir y aller, ça se prépare. Il faut sélectionner et coacher votre équipe locale si vous dites OK, on y va. Hein. Je peux intervenir sur la sélection des VIE, sur la mise en place d'une personne locale, d'un Américain ou d'un Français. Sélectionner, alors après, donc, c'est la partie équipe marketing, qualité R&D, c'est effectivement travailler sur adapter le mix produit s'il y a besoin, faire des focus group, hein, on peut organiser ça au niveau marketing. Moi, je travaille avec une université américaine basée en Pennsylvanie, qui est spécialisée dans le développement des produits alimentaires et qui va avoir des consommateurs, et on va regarder ça. Ça peut être des professionnels aussi, donc faire ça avec des pros, vérifier que votre produit correspond au palais des professionnels américains et va amener quelque chose vraiment et faire une préétude là-dessus. Ça peut être un accompagnement aussi sur l'argumentation, bien sûr, le discours à mettre en avant, sur les outils marketing visuels, notamment sur Internet. Voilà. Après, j'entends hein, sur la partie régulation. Donc ça, sur la partie régulation, il y a, moi je ne suis pas un spécialiste de ça, mais je connais les gens, je sais vers qui aller pour vous aider et monter le dossier comme il faut et sans aucun problème avec des gens qui sont affiliés et affiliés USD, en tout cas avec lesquels ils ont l'habitude de travailler très couramment. Voilà. L'université. Pardon de vous interrompre, Maximilien, justement, je profite que vous parliez de réglementation pour vous poser la question. Comment identifier des conseils réglementaires juridiques spécialisés sur les marchés américains? Comment? Bah après, c'est en passant par des spécialistes, des bases de données spécialistes qui vont vous tenir informés. Ça peut être à travers, commencer déjà avec le bureau économique de l'ambassade de France aux États-Unis. Ils ont d'excellentes newsletters qui sont diffusées, je les laisse assez régulièrement, voilà, en fonction des changements de réglementation, etc., sur les étiquetages, sur la législation, etc. Donc, si c'est juste rechercher de l'info, je vous invite déjà à démarrer par la source qui est le bon bureau économique de l'ambassade de France aux États-Unis. Je pourrais retrouver leur adresse, recontactez-moi après, je vous trouverai un moyen de vous la diffuser. Mais ça, déjà, c'est une première belle approche. Ils font des PDF que vous pouvez télécharger régulièrement. Donc, je vous invite à le faire, ça. J'espère que je réponds à votre demande. Et voilà. Après, si vous voulez vraiment rentrer dans la transformation et comment je l'adapte dans l'entreprise, il existe des sociétés spécialisées de conseil là-dessus qui vont vous soutenir là-dessus, que je connais, hein, que je vous mettrai en relation avec elles si vous voulez avancer plus sur les États-Unis. Il n'y a aucun souci et qui sont spécialisés là-dessus. Voilà. J'espère que je réponds. Alors, il y a la veille. Si c'est côté veille, allez à l'ambassade de France. Si c'est le côté non, mais moi, il faut que j'amorce maintenant comment on l'applique chez nous. Voilà, ça, on peut aussi vous aider là-dessus. En tout cas, je peux vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Voilà. Les subventions, oui. Les subventions, c'est un vaste sujet en France. Hein. On a un millefeuille de subventions. Je crois qu'il y a 6 000, je discutais avec quelqu'un, je crois qu'il y a 6 000 subventions possibles en France.
Donc c'est beau, c'est joli, c'est super, sauf qu'on s'aperçoit que les subventions ne sont pas utilisées en France. En tout cas, il en reste beaucoup à la fin de l'année. Bon. Donc ça c'est pareil, c'est un vrai sujet quand on se dit on va aller en grand export, il y a énormément d'aides possibles. J'ai un partenaire qui est spécialisé là-dedans, qui va regarder ça avec vous et qui vous trouvera l'argent pour financer une grosse partie de ce que vous avez à faire aux États-Unis. Donc en ce moment, je vous invite vraiment à mettre ça au rouge et à le souligner en stabiloté, ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est une vraie démarche qui peut être en plus financée en très très grande partie, quoi. En ce moment, il y a vraiment énormément de choses qui se passent. Alors, ça va dépendre des régions, mais voilà. Et les régions vont vous aider à trouver les subventions. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y en a tellement dans tous les sens qu'il y a un moment, elles ne vont pas non plus être derrière vous à vous dire bah, présentez votre dossier de telle façon, présentez-le de telle façon. On a quand même affaire, avec tout le respect que je dois au support et à l'administration, on a quand même affaire à, voilà, à des process, des systèmes mis en place qui font que être aidé et gagner du temps sur comment présenter au plus rapidement et le plus efficacement possible mon dossier fait du sens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel moi, je peux vous accompagner indirectement à travers une personne qui est spécialisée là-dedans. Optimiser la logistique, c'est aussi quelque chose qu'il faut bien regarder. Effectivement, en fonction des flux. Bon, en ce moment, la logistique aux États-Unis, c'est très, très compliqué. Donc, vous n'êtes pas pressé pour envoyer au premier conteneur en ce moment. Il n'arrivera pas avant peut-être des mois. Donc, ne vous excitez pas. Par contre, les choses vont redevenir normales. C'est un pays qui, quand il est en crise, est capable de rebondir très vite. Donc, là-dessus, il va falloir se remettre en position. OK, on est début 2022, mi-2022, et les choses repartent normalement. Hein. Voilà, assistez vos démarches auprès de l'administration américaine, les douanes américaines, le juridique, l'immobilier, le technique. Voilà, ça aussi, c'est des choses où j'ai des experts locaux qui vont vous aider et qui répondent aux questions. Accompagner les négociations si vous souhaitez avancer avec des partenaires stratégiques, des sites d'acquisition et une implantation locale. Voilà mon champ de présence. L'idée, c'est quoi? C'est du temps gagné, c'est des erreurs évitées, c'est des budgets optimisés. Voilà. Et vous bénéficiez d'une expertise culturelle, de conduite des affaires locales, un historique opérationnel sur zone et puis des présences sur place. Hein. Mon bureau à New York, j'ai 2 associés là-bas qui me soutiennent. Moi, c'est moi qui gère le bureau à Chicago puisque j'ai ma belle famille de Chicago. Mais en tout cas, voilà, vous dire que je suis entre les deux. Et voilà, il y a du monde sur place pour soutenir votre démarche aussi et vous accompagner. Voilà, mon idée, c'est de vous accompagner dans l'accélération de votre création de valeur aux États-Unis. Merci beaucoup Maximilien. C'est C'est moi. peut-être le temps des questions. Est-ce que vous pourriez vous manifester dans le chat si vous avez une question, sachant qu'on pourra le faire, débloquer les micros pour une personne et à tour de rôle. Alors, il y a une question qui est en train de... Présentation très claire, merci. Donc déjà des réactions positives à ce webinaire. Est-ce que, donc si tout a été clair, j'imagine qu'il y a peu de questions, mais n'hésitez pas, il nous reste encore quelques minutes pour un temps d'échange. Si vous préférez par contre échanger plus directement donc, avec Monsieur Kernbaum, il nous a signifié que c'était tout à fait possible et vous avez maintenant la slide avec ses contacts à la suite de cette présentation. N'hésitez pas à l'appeler si vous avez une vraie problématique voilà, un petit peu confidentielle ou vous aimeriez avoir son avis. N'hésitez pas, il est tout à fait ouvert dans les 30-40 prochaines minutes pour déjà un premier échange à la suite de ce webinaire. Et ce que je propose à la fin de mes webinaires tout le temps, c'est n'hésitez pas à me contacter pour un diagnostic ensemble de 30-40 minutes au téléphone, à votre convenance, pour voir quelle serait votre prochaine bonne étape par rapport à ce marché-là. Voilà. Ce sera fait avec grand plaisir. Donc surtout, n'hésitez pas, notez, vous avez mon numéro de téléphone, mon mail. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, surtout même après le webinaire, plus tard. Est-ce qu'il y a des questions? Même si c'est très clair, des précisions peut-être? Apparemment, pas de questions dans le chat, pas de volonté non plus de prise de parole aujourd'hui tout de suite. Mais je pense qu'en effet, il est important pour vous de pouvoir poser vos questions ouvertement donc, à Monsieur Kernbaum à l'issue de ce webinaire. N'hésitez pas à le contacter. Donc, s'il n'y a pas de questions, comme je suis aussi responsable de l'heure et du timing, je vois que vous avez tout à fait respecté le timing, Maximilien, et je vous en remercie. N'hésitez pas donc à rester en contact avec à la fois Monsieur Kernbaum et nous, Vitagora. Et je vous remercie de votre participation. Et puis, Maximilien, je vous remercie beaucoup de cette présentation qui est en effet très claire et qui montre l'importance d'anticiper sur le marché
Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui tape. Alors, j'attends avant de clôturer ce webinaire pour être sûr que je ne passe pas à côté de la question. Et puis ensuite, nous pourrons aller déjeuner. Alors, petite... Ah voilà, ce sont des remerciements de la part des participants. Donc, des remerciements partagés. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, bon appétit et un grand merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.